À la fin du XVIIIe siècle, des familles royales règnent sur l'Europe depuis des siècles. Pour se renforcer les unes les autres, elles arrangent des mariages entre leurs enfants. C'est ainsi que Louis XVI, héritier du trône de France et de la dynastie des Bourbons, épouse Marie-Antoinette, fille de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le couple royal s'installe au château de Versailles. À son arrivée, Marie-Antoinette est adorée, mais le vent tourne rapidement. Les affaires du royaume ne l'intéressent pas, et les Français finissent par la détester. Ils la trouvent superficielle et frivole. Quant à Louis XVI, en dépit d'une bienveillance à l'égard de son peuple, il apparaît comme dépassé par les événements. Il faut dire que le royaume est en réelle difficulté et accumule des dettes. Le peuple se met à contester les privilèges de la haute aristocratie, qui se montre sourd aux revendications. C'est en 1789 que tout bascule. En mai, les États généraux se réunissent. Le tiers-État, le troisième ordre du royaume avec la noblesse et le clergé, y défie la royauté en se déclarant Assemblée nationale. Mais la noblesse, le clergé et le roi s'opposent à cette proclamation. Petit à petit, les esprits s'échauffent. Le 14 juillet, les Parisiens se rassemblent. Ils donnent l'assaut sur la prison de la Bastille. L'anarchie s'installe et les émeutes font rage. À la fin de l'été, un document inédit voit le jour. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au terme de quoi, les hommes naissent désormais libres et égaux en droit. C'est la fin de la société d'homme. La capitale vient à manquer de nourriture. Des milliers de femmes en colère se mettent en marche pour Versailles. En chemin, elles sont rejointes par des groupes d'hommes armés. Ils vont ensuite forcer le couple royal à s'installer à Paris, au palais des Tuileries. 2 ans plus tard, le roi tente de s'enfuir, mais il est arrêté à Varennes, puis ramené à Paris. Il demande alors le soutien des grands souverains d'Europe. Ceux-ci craignent la contagion de ces idées subversives. Ils publient la déclaration de Pillnitz, où ils assurent Louis XVI de leur soutien. Les chefs de la Révolution prennent cette déclaration pour une menace. L'année suivante, le manifeste du duc de Brunswick déclenche la fureur des Parisiens. Ce général en chef des armées austro-prussiennes menace de détruire Paris si la monarchie française est davantage mise en péril. Les Parisiens se révoltent. C'est l'insurrection. Ils prennent d'assaut les Tuileries. La monarchie tombe. Le couple royal est emprisonné, jugé et finalement condamné à mort. À l'automne 1792, au bout de 3 ans de conflit, la République est enfin proclamée. Mais la situation est loin d'être apaisée. Toute l'Europe est en guerre contre la France. C'est la Convention nationale qui gouverne le pays. Prête à se battre davantage, elle renforce les armées et mobilise les hommes sous le drapeau. Napoléon voit le jour à Ajaccio le 15 août 1769. Ce petit Corse grandit loin de Paris et s'apprête à faire son entrée dans ce monde bouleversé par la Révolution. Il est issu d'une famille nombreuse de la petite noblesse d'origine toscane, relativement modeste mais cultivée. Son père a beaucoup d'ambition pour ses enfants et veille à leur offrir le meilleur avenir possible. C'est ainsi qu'il sollicite le comte de Marbeuf, gouverneur du roi et proche de la famille. Grâce à lui, Napoléon et son frère aîné Joseph obtiennent une bourse pour aller étudier sur le continent. Napoléon part de son île natale l'année de ses 10 ans. Il rejoint le collège d'Autun, en Bourgogne, puis il est affecté à l'école de Brienne, l'une des 12 écoles du roi, destinée à préparer les fils de la noblesse au métier des armes. Ses camarades le trouvent solitaire et caractériel. Il semble déjà ne craindre rien, ni personne.